C'est parti. Donc, Hakim El-Khawi, bonjour et je te remercie vraiment infiniment d'avoir accepté cette invitation à mes podcasts. Écoute, actuellement, ce grand débat et ce débat, je veux dire, quasiment qualifié complètement fou autour de l'immigration en France, je sais que tu as toujours été au cœur de cette problématique et tu t'y es beaucoup attelé. Dernièrement, tu as produit un rapport qui nous intéresse et qui va être l'objet probablement certainement de cette discussion que nous allons avoir. Et, parce que c'est vrai qu'elle concerne France, mais elle concerne aussi le Maghreb dans sa totalité, les immigrés aussi, pourquoi pas l'Afrique subsaharienne. Alors, dans ton rapport, tu proposes évidemment quelques mesures, une nouvelle politique d'intégration, entre autres, des enfants d'immigrés. C'est quoi la différence par rapport aux approches précédentes? Écoute, d'abord, bonjour et merci de cette invitation. Euh, la différence avec les approches précédentes, c'est très simple. C'est qu'il n'y a pas de politique d'intégration en France. Il y a une politique d'accueil qui, en gros, organise le séjour et les premiers mois de la vie en France, notamment avec des cours de français qui sont assez exigeants maintenant, une éducation aux valeurs de la République. Et puis un contrat qui vérifie que tout ça a été à peu près engrangé. Mais après, il n'y a plus rien. Et notamment, il n'y a rien pour les enfants. Et en fait, quand on regarde, il y a des difficultés spécifiques aux enfants d'immigrés quand on les compare avec leurs amis de leur âge qui sont français et qui n'ont pas d'origine immigrée. Et en fait, on connaît très bien ces difficultés. Elles sont malheureuses, comment dire, elles s'incarnent par des difficultés scolaires, des difficultés que l'on voit dans les chiffres de la délinquance, parce qu'il y a une surreprésentation des enfants d'immigrés dans la délinquance. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et puis, on voit aussi l'islamisme. Et l'islamisme, c'est quand même assez largement une question d'identité, de recherche d'identité. On a des jeunes qui savent plus où ils habitent, en fait. Ils ne sont plus de la culture, de la tradition de leurs parents. Ils sont pas complètement et pas encore devenus des Français à part entière. Ils ont le sentiment souvent d'être rejetés. Donc, ils cherchent leur voie. On connaît bien toutes ces difficultés. Alors, on pourrait se dire, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Bah, le rôle de la puissance publique, c'est de trouver des solutions. Surtout quand on en parle, comme tu l'as dit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, il y a rien. Rien. Même pas de diagnostic, même pas de prise de conscience. Il y a un vague débat traditionnel, qui est un vieux débat sur intégration, assimilation, mais derrière, il n'y a aucune proposition de politique publique. Et donc, le rapport que j'ai fait, il vise à faire le diagnostic, à dire ce qui marche et ce qui marche pas, comment ça marche quand ça marche, et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité à l'échec. Il y a beaucoup de succès, on les voit pas, mais il y a aussi beaucoup d'échecs, il faut pas le nier. Mais par contre, il faut lutter contre. Et donc voilà, je propose une feuille de route. Oui, excellent, mais bon, on voit très très bien que euh, c'est vraiment une bataille interne qu'il y a au niveau des politiques, stigmatiser spécifiquement une population, etc. Mais toi, dans ton approche, effectivement, dans ton nouveau rapport, tu mets en avant le rôle des communautés comme amortisseurs, en quelque sorte, sociaux, et tu insistes effectivement sur la nécessité de casser les logiques de concentration spatiale, ces regroupements qu'il y a eu. Bon, je pense qu'on commence à s'en éloigner, mais déjà de par eux-mêmes, et la nouvelle génération a tendance à vouloir s'éloigner de ces lieux de regroupement. Mais il y a la théorie, là, cette fameuse théorie du grand remplacement, euh, qui malheureusement pour nous aussi est en train de fleurir, faire florès, comme on dit, en Tunisie aussi. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui se sont lancés dans cette théorie du dans le grand remplacement pour évoquer cette peur, pour provoquer cette peur panique au sein de la population. Alors, je sais pas, comment ces éléments-là, tout cela contribue effectivement à à casser cette théorie du grand remplacement. Alors, je dirais que la théorie du grand remplacement, elle est alimentée par tout le discours catastrophiste qu'il y a sur l'immigration en France.
comme tu sais, ça date pas d'hier, hein. Ça fait au moins 40 ans que ça dure, et même en fait, quand on regarde, ça fait encore plus. Euh, bon, la première chose à dire, c'est quels sont les chiffres, hein. Les immigrés, c'est un peu plus de 10% de la population française. Et il y a enfin un peu plus de 8% d'étrangers dans la population française, parce qu'il y a une partie des immigrés qui ont été naturalisés. Euh, Ce qui est vrai, et c'est ce que les gens voient pas, enfin, ou alors plutôt ils ne voient que ça, c'est que l'immigration a augmenté ces dernières années, parce que il y a en 2010, il y avait 8,5% de la population qui était immigrée, donc on a pris 2 points en un peu moins de 15 ans, c'est 20% en plus, c'est beaucoup. En 2000, on était à 7,5. Et puis surtout, les immigrés aujourd'hui, les nouveaux, ils vont à peu près tous au même endroit. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les grandes métropoles, notamment l'agglomération parisienne. Ils vont là où il y a du boulot, là où ils connaissent quelqu'un, et puis là où il y a de l'immobilier pas cher. En gros, des HLM. Ouais. Donc, tout ça crée en fait un effet de loupe. Parce que il y a des quartiers en France, à Paris, enfin à Paris, à l'est de Paris, Marseille. Marseille, c'est une grande ville algérienne aujourd'hui, où il y a parfois une majorité d'immigrés, une majorité d'étrangers. Et si en plus on regarde non pas la première génération, mais 2 générations, et bien souvent la population fait pas la différence entre la première et la deuxième génération, on a des quartiers avec 60, 70, 80%, soit d'étrangers, soit d'enfants, soit d'étrangers et de leurs enfants, donc avec une très forte concentration. Mais sur l'ensemble du territoire, Bon. on reste à 10% sur la première génération, et si on est sur 2 générations, on est à 20%. Et puis je finis, pardon, je suis un peu long. Euh, les immigrés aujourd'hui, en gros, un peu plus de la moitié viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Donc il y a tous ceux qui viennent d'Europe, quelques-uns qui viennent du Moyen-Orient, et puis il y a une immigration qui vient d'Inde, du Pakistan, et puis de Chine. Mais tout le monde ne pense qu'aux Maghrébins et aux Subsahariens, qui ne représentent que la moitié donc des immigrés. Et donc ça fait 7 ou 8% quand on est sur 2 générations. Mais ils sont à peu près, enfin ils sont pour une grande partie tous au même endroit. Hakim, j'ai une question juste, peut-être qui sorte un tout petit peu, qui sort un tout petit peu du cadre. On n'est pas tenté quand on travaille sur ce sujet de l'immigration et théorie du grand remplacement pour la casser, on n'est pas tenté d'aborder la question de la démographie française, ce qui est en train de se passer en France. Le fait que les foyers, on va dire, français au sens où ils l'entendent dans le cas de la théorie du grand remplacement, ne produisent plus d'enfants. On n'est pas tenté d'ouvrir un chapitre là-dessus pour expliquer pour dire, bon, sociologiquement, il y a un problème. Vous ne faites plus d'enfants. Pourquoi vous n'en faites plus? Donc, il y a la deuxième génération d'émigrés, c'est effectivement qui produit plus, et puis il y en a qui arrivent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la France a longtemps eu le sentiment qu'elle avait une meilleure démographie que le reste de l'Europe. Parce qu'elle a longtemps été à un peu plus de 2 enfants par femme. Donc, en gros, elle assurait le remplacement. Et puis, depuis 10 ans, enfin 15 ans, puis ça s'est accéléré depuis 10 ans, la démographie chute vraiment brutalement. On est passé de 2,02, 0,3 enfants par femme aujourd'hui à 1,6. Et en fait, ce sentiment, maintenant, les gens commencent à s'en rendre compte, ça ravive la crainte de l'immigration. Parce qu'on dit, bah, il y a toujours autant d'immigrés, voire plus, et il y a de moins en moins d'enfants. Donc, la part des immigrés dans la population va augmenter. Après, il faut revenir aussi à la réalité. Quand on interroge les Français, pas CNews, hein, pas Éric Zemmour ou Marine Le Pen, les Français, en fait, ils sont de plus en plus tolérants. On s'y attend pas, mais toutes les enquêtes le montrent. Ils font pas du tout de l'immigration la première de leurs préoccupations. La première de leurs préoccupations, c'est le pouvoir d'achat. C'est peut-être la sécurité. L'immigration, ça arrive 5 ou 6e. Quand on regarde les mariages mixtes, la France est de très loin dans le monde européen et même occidental, le pays où il y a le plus de mariages mixtes, c'est-à-dire entre des immigrés et des non-immigrés, y compris des filles immigrées, y compris des filles qui viennent du Maghreb,
comme tu le sais, ni l'islam ni la tradition des pays maghrébins est très ouverte au mariage des filles avec des non-musulmans. Ben, on est au bout d'une génération à 40%. Donc, il y a une dynamique de mélange, de métissage de la population qui est très, très forte. Et puis, en même temps, il y a tous ces discours catastrophistes qui, aucun ne reconnaissent ni le mérite de l'immigration, ni le fait que les immigrés et leurs enfants devenus des citoyens français devraient avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, on est dans ce discours porté évidemment par l'extrême droite, avec en plus, on va y venir, un sujet particulier sur l'Algérie. Mais il faut pas se tromper. La vraie dynamique dans la société française, c'est pas la détestation des immigrés, c'est l'acceptation, c'est la vie en commun, et puis, c'est la mise à l'agenda par des gens qui les détestent d'une sorte de conflit, mais qui est assez largement un conflit imaginaire. Tout ça bloquant une chose importante, c'est une vraie réflexion stratégique, politique sur comment on fait pour limiter les échecs, parce qu'il y a des échecs. D'accord. Bon, évidemment, dans le débat, le problème, la situation de la relation Algérie-France forte de la population algérienne et aussi musulmane dans sa globalité. Alors, cette intégration dont on parle, quels sont les principaux obstacles finalement à l'intégration de cette population stigmatisée et que tu as certainement proposé du moins quelques solutions pour ça. Oui, en fait, alors comment j'ai travaillé? En fait, j'ai travaillé positivement. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprendre avec mon équipe, hein, c'est un an de boulot de 5 personnes. On a épluché tous les chiffres de l'INSEE, de l'Institut national d'études démographiques. On a fait de très nombreux entretiens. On a interrogé des entreprises, des élus locaux, etc. Et on a essayé de comprendre comment ça marchait quand ça marche. Ce qui est, après tout, je crois, plus réjouissant que comprendre pourquoi ça marche pas. Et du coup, on voit des éléments, toujours les mêmes, qui permettent de définir positivement une politique qui fonctionne. Le premier élément, qui est vraiment le plus important et de très très loin, c'est qu'il faut combattre la concentration spatiale. Il ne faut pas que tous les immigrés vivent au même endroit ensemble. Pourquoi? Parce que l'intégration, c'est la minorité qui a envie de ressembler à la majorité. Et quand elle vit dans un territoire, dans un espace, dans une ville où il y a 80% d'immigrés, bah en fait, les nouveaux arrivés, ils vont pas avoir envie de ressembler aux Français comme les autres. Ils vont avoir envie de ressembler à ceux avec qui ils vivent. Et ça bloque absolument la dynamique d'intégration, de transformation. Et puis en même temps, ça crée un phénomène qui est complexe à gérer parce que les enfants, ils n'ont pas la même culture que les parents, y compris quand ils vivent dans des endroits où il y a énormément d'immigrés. Les parents, ils viennent avec la tradition du pays d'origine, d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, de Tunisie, de Côte d'Ivoire, qui sont des grands pays émetteurs, de Chine aussi, qui est un grand pays émetteur d'immigration en France. Donc les parents, ils viennent et quand ils arrivent en France, ils sont à l'étranger, donc ils savent que la France n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes traditions. Euh, mais d'une certaine manière, ils savent où ils habitent, puisqu'ils ont leur tradition. Les enfants, c'est différent. Les enfants, ils sont dans un environnement où ils sont pas dans l'environnement traditionnel du pays d'origine. Et donc, ils sont dans un environnement où il y a la télé, les réseaux sociaux, les copains, et ils perdent le lien avec les parents. C'est très frappant quand on regarde le sujet religieux, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. L'islam des enfants, c'est pas l'islam des parents. C'est un autre islam. C'est un islam revisité, c'est un islam beaucoup plus identitaire, c'est un islam où il n'y a pas de tradition, c'est un islam où il n'y a pas de culture d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des normes. Il y a qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Il y a une sorte de développement personnel islamique qui est organisé par des influenceurs YouTube qui donnent des réponses aux questions, qui sont des questions très pratiques, des questions vraiment de vie quotidienne que se posent les jeunes. Et ça, c'est vrai dans le domaine religieux, c'est vrai dans le domaine culturel, c'est vrai dans le domaine des comportements. Et
Et vraiment, la première chose à casser, c'est la ségrégation, c'est la concentration, c'est les ghettos. Parce que bah, ça empêche en fait aux immigrés, à leurs enfants, d'aller vers les autres et ça crée une sorte de renfermement qui souvent d'ailleurs n'est pas volontaire, mais qui bloque le système. La deuxième chose, et c'est paradoxal parce qu'en France on adore critiquer les communautés, tu en parlais, c'est que les communautés en fait protègent. Et ça on le voit très bien par exemple, avec les Asiatiques. Et les Asiatiques réussissent très très bien en France. En gros, ils performent 2 fois plus que les Français, population générale, quand on regarde par exemple leur niveau scolaire. Et ils ont une structure communautaire qui est très puissante, qui n'est pas cassée par la dynamique de l'intégration. Et à quoi elle sert cette structure communautaire? Ben, en fait, elle les protège d'une certaine manière d'un processus trop rapide. Processus trop rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire les enfants n'ont plus la culture des parents et quelques années, ils perdent leur référence culturelle. Et ça, c'est très frappant chez les Maghrébins, à mon avis, pour 2 raisons. La première, parce qu'ils croient dans le discours bah, français républicain. Et la deuxième, c'est parce qu'ils connaissent extrêmement bien la France. Un Algérien qui arrive aujourd'hui en France, qui n'est pas vraiment à l'étranger. Il a euh, souvent, il parle la langue. Il a très très souvent de la famille, des voisins, enfin des gens qu'il connaît. Et puis il y a une forme d'interpénétration culturelle. Mais du coup, quand ils arrivent en France, ils sont pas vraiment à l'étranger, mais ils sont pas non plus en Algérie. Et c'est très frappant avec les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Ils sont incapables de construire des structures communautaires. Les Portugais, ils ont des clubs de foot, ils ont des bars, ils ont une sociabilité. Les Maghrébins, pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans l'organisation de l'islam. Il n'y a pas d'islam organisé, contrairement au fantasme. Les consulats essayent de contrôler les populations, ça marche pas. Les Asiatiques, ils ont un système communautaire qui est très fort, y compris pour gérer les questions de sécurité. Le résultat, c'est que le processus d'intégration est assez lent chez les Asiatiques, chez les Portugais. Et il n'y a pas de désintégration. Chez les Maghrébins, ça va très vite. Et ça commence l'intégration souvent par la désintégration. C'est-à-dire qu'on perd le lien avec les parents, on perd le lien avec la culture, et on se retrouve dans une sorte de no man's land identitaire. Sans Et donc, identité. et donc sans identité, et donc on a des gamins, des enfants, ils savent pas où ils habitent, ils savent pas qui ils sont. Et donc ils vont chercher une identité de substitution. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver des gens qui leur disent, mais toi, ton identité, c'est pas français, c'est pas algérien, c'est pas tunisien. Ton identité, c'est musulman, mais tu vas pas être musulman comme tes parents. Tu vas être musulman avec une volonté de revenir aux origines. Tu vas être musulman avec une volonté d'affirmation très forte. Et là, ça va donner un certain nombre de dérives vers le salafisme, etc. Donc, la communauté, en fait, elle protège. Il faut l'organiser. Et s'il n'y a pas de communauté, en fait, il y a du communautarisme, c'est-à-dire une sorte de communauté réinventée, mais réinventée sans la culture, sans la tradition, par des gens qui sont des influenceurs et qui peuvent induire les jeunes vraiment dans des mauvaises directions. Excellent. En t'écoutant, je pensais à la communauté mozabite en Algérie, qui est une communauté. Oui. Ce que tu décris comme un processus lent de non-désintégration, eux, visiblement, l'ont très très bien compris. Et donc, même pour les membres de la communauté qui sont en Algérie, quand ils décident d'émigrer en France ou ailleurs, ils s'inscrivent dans cette dynamique lente d'intégration. Donc, c'est la première fois que j'entends quelqu'un justement expliquer cette vitesse d'intégration qui désintègre finalement. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux, disons, la démarche de la population mozabite algérienne qui est extrêmement communautarisée à tous les niveaux et c'est très, très intéressant. Alors, une dernière question, hein. Évidemment, c'est l'impact. Tu as fait un travail extrêmement intéressant, des propositions qui sont pragmatiques et qui ont qu'on ne peut pas ignorer. Mais qu'est-ce que tu espères finalement comme impact et comment tu vas porter ton plaidoyer? Parce que évidemment, il faut pas qu'il reste lettre morte. Ce rapport, il a beaucoup de sens aussi bien
ici au Maghreb qu'en France, au Maghreb peut-être même au-delà, évidemment. Comment tu vas faire pour vendre Alors, ton histoire? ouais, comme je Hein. fais un peu toujours, c'est-à-dire j'en parle dans les médias et puis j'en parle aux politiques. Euh, Comme il y a absolument aucune idée sur la table, en fait, c'est pas très compliqué d'être entendu. Le problème, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Personne s'intéresse à qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'intégration des immigrés et de leurs enfants. Franchement, personne. Et notamment dans les partis politiques, et même dans les think tanks, les intellectuels, etc. Il y a des élus locaux qui connaissent ça parce qu'ils le vivent au quotidien. Mais vraiment, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... La difficulté, c'est que tout le monde est focalisé sur le débat sur l'immigration. D'ailleurs, c'est pas un débat, c'est tout le monde est contre l'immigration. Voilà. Des gens qui disent qu'ils sont pour, il y a peut-être la France insoumise, hein. Mais à part ça, il y a vraiment personne. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, avant de parler des questions d'intégration, des politiques d'intégration, c'est que peut-être que le sujet, c'est pas l'immigration, y compris pour les Français. Les Français, ce qu'ils voient, c'est les échecs de l'intégration, qui sont des échecs minoritaires. Mais ça, ils les voient et, d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, puisque tu parlais de la démographie, l'immigration va continuer en France, elle va même s'accélérer à cause de la baisse de la démographie. Euh, mais c'est pour ça que c'est urgent, c'est ça ce que j'essaie de dire. C'est urgent de définir, de mettre en place des politiques d'intégration, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 10, 15, 20% des immigrés, des enfants d'immigrés surtout, qui sont en situation d'échec. Et parce que l'immigration va continuer, il faut absolument investir, pas seulement pour bloquer l'immigration, mais il faut investir pour réussir l'intégration. Et ça veut dire aussi, on a parlé de la déconcentration spatiale, on a parlé du rôle des communautés qu'il faut favoriser et pas casser, mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre tout simplement des services publics. Je prends la Seine-Saint-Denis, qui est le département où il y a le plus d'immigrés en France. À la fin de la troisième, donc à 14-15 ans, un élève de Seine-Saint-Denis, il a perdu, écoute-moi bien, hein, il a perdu 1 an de scolarité. Pourquoi? À cause des profs qui sont pas remplacés. 1 an de scolarité. Ah, Comment on peut réussir, je parle même pas de l'intégration, mais l'insertion sociale, un parcours scolaire, des études, quand on a, par rapport aux autres enfants de son âge français, perdu 1 an de scolarité à 14 ans. Ça, c'est pas possible. Un autre ouais. exemple. Seine-Saint-Denis, c'est le département, encore une fois, où il y a le plus d'immigrés, c'est aussi le plus jeune, et c'est celui où il y a le plus de crimes et délits par habitant. Bon, il y en a 30 fois plus, si on pondère par le nombre d'habitants, et 30 fois plus que dans le département de l'Indre, Blois. Eh ben, il n'y a pas de policiers en Seine-Saint-Denis. Ouais. Ils viennent de façon ponctuelle, mais il y en a bah, quasiment 30 fois moins quand on compare, quand on pondère les chiffres, que dans la France, disons, de province. C'est pas possible. S'il y a un problème, s'il y a de la délinquance, il faut des forces de l'ordre au quotidien. Bon, tout ça, ça dit des choix politiques. En fait, on parle d'immigration, on parle de la faillite de l'intégration. En fait, on a décidé de ne pas réussir. Pourquoi? Parce on met les moyens ailleurs. Et d'une certaine manière, bah, on préfère éviter que ça déborde plutôt qu'éviter de donner leur chance à tous ces enfants qui, franchement, ont rien fait de mal, demandent juste d'être traités comme les autres. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Et puis, je finirai par un dernier chiffre, toujours la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le département donc le plus jeune de France, là où il y a le plus d'immigrés. C'est aussi le plus pauvre de France. Et j'ai regardé comment circulait l'argent de la protection sociale. Protection sociale en France, à 90%, elle est financée par le travail. Et Seine-Saint-Denis, c'est collé à Paris. Et en fait, il y a une dynamique économique qui est forte, qui est liée à la dynamique de Paris. Et bien, quand on regarde qui finance la protection sociale, on se rend compte que la Seine-Saint-Denis est le huitième département le plus contributeur à la protection sociale en France. Donc, c'est un beau succès. Et quand on regarde qui bénéficie de la protection sociale, si vous posez la question aux Français, ils vont dire, bah, c'est évidemment la Seine-Saint-Denis parce que c'est là qu'il y a le plus d'immigrés. Et ben, c'est tout l'inverse. La Seine-Saint-Denis, c'est le département qui bénéficie le moins de la protection sociale. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le département où il y a le moins de retraités.
Et l'essentiel de la protection sociale, les deux tiers en France, va vers les retraités. Donc, les immigrés, ils travaillent, ils bossent, ils contribuent à l'enrichissement national. Il faut qu'ils aient les mêmes droits que les autres, il faut qu'ils aient les mêmes devoirs que les autres, mais il faut aussi considérer que ils sont utiles au pays, ils sont, ils sont de plus en plus nombreux, qu'on le veuille ou pas. Il y a une minorité qui a des gros problèmes et qui crée des gros problèmes. Il faut absolument améliorer la situation de cette minorité par des politiques volontaristes, aussi par des politiques de sécurité, et c'est comme ça qu'on apaisera la situation. Hakim, j'ai juste, excuse-moi, mais c'est tellement intéressant que j'avais envie de compléter par une toute petite question, même si elle va te paraître peut-être un peu longue à répondre. C'est la responsabilité finalement. Elle n'est pas un tout petit peu partagée. On a quand même je veux dire, la communauté maghrébine a quand même sa part de travail à accomplir pour justement amener ce changement de regard qui est porté sur eux. Moi, je vois toute la journée maintenant tous ces documentaires sur le crime organisé à Marseille, les trafics de drogue, les familles, les grands reportages sur les grandes familles qui contrôlent le deal, etc., etc., etc. Donc, en fait, déjà, il y a une grosse campagne de communication qui travaille les esprits en permanence. Donc, finalement, cette part de responsabilité, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des communautés elles-mêmes pour les amener à faire provoquer ce changement de regard. Bien sûr, il faut pas être naïf, il faut pas être irénique. Il faut dire les difficultés et il y a plein de problèmes liés à la population, notamment maghrébine, en France. Par le trafic de drogue, parler du djihadisme, du terrorisme. Hein, Ouais. c'était pas des Français, c'était pas des Bretons de longue extraction. Euh, il y a aussi des problèmes de délinquance plus quotidienne. Il y a un échec scolaire qui est à l'évidence plus important. Les torts sont partagés. Euh, il y a des gens qui sont très bien dans le trafic. Et effectivement, à Marseille, il y a une mafia algérienne, par exemple, qui est très fière, qui s'appelle DZ Mafia. Bon, Ouais. Ouais. elle signe son origine. Euh, ils font un mal colossal aux autres. Exact. Et moi, je crois que les autres, euh, eux, les trafiquants de drogue, mais aussi les djihadistes, les autres, il faut qu'ils s'organisent parce que c'est leur image qui est atteinte, c'est leurs enfants qui sont mis en danger, c'est leur perception par le reste de la société française. Et donc, on peut pas dire on est éternellement des victimes. Euh, on n'y peut rien. Non, je crois pas. Je pense que les Français d'origine maghrébine et subsaharienne, mais notamment maghrébine, ils doivent prendre leur destin en main, ils doivent s'organiser, ils doivent combattre chez eux ceux qui créent des perturbations, ceux qui sont hors de la loi, ceux qui ont des comportements qui correspondent pas aux principes, aux valeurs, que ce soit d'ailleurs des pays d'origine ou de la France. C'est extrêmement important. Et c'est aussi comme ça qu'ils se font entendre dans leurs revendications d'égalité des chances, d'égalité des droits vis-à-vis du reste de la population. Tu sais, on est à un moment où l'extrême droite est vraiment aux portes du pouvoir, au seuil du pouvoir. Je te recommande, pardon pour cette petite Oui, publicité, un livre que je viens de sortir avec mes amis Guillaume Anzo et Thierry Pêche qui s'appelle Marine Le Pen, présidente, dystopie politique 2026-2029. On a imaginé que ferait Marine Le Pen comme présidente. Le livre marche très bien en librairie parce qu'en fait, ça intéresse les gens. Bah, au cœur du programme de Marine Le Pen et de l'extrême droite, il y a un projet qui s'appelle la préférence nationale. Le but, c'est qu'il n'y ait plus les mêmes droits pour les Français et pour les immigrés, et je dirais même entre les Français, parce qu'ils veulent viser spécifiquement les binationaux. Et les binationaux qu'ils veulent viser, c'est pas les Américains, hein, les Franco-Américains, c'est les Franco-Maghrébins. Donc il faut combattre ça, mais une façon de combattre, c'est de combattre les dérives de certains. bah ouais. Euh, Tu parlais du trafic de drogue, de l'islamisme, etc. C'est extrêmement important. Hakim, je te remercie vraiment beaucoup. C'était extrêmement intéressant et très enrichissant pour moi. Et j'espère que ceux qui t'écouteront aussi auront la même appréciation. Et je te dis à bientôt et au plaisir de te À revoir. bientôt. Et merci.